Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à Tribune Libre. Nous sommes Movenpick Hôtel d'Abidjan et c'est un plaisir pour nous de vous retrouver. Dans cet épisode, nous allons parler du développement économique et financier de nos pays africains et nous recevons pour ce faire un spécialiste en la matière. Monsieur Stanislas Zézé est notre invité, il est le PDG de Bloomfield Investment. C'est maintenant. Monsieur Stanislas Zézé, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Très bien, vous-même? C'est un grand honneur pour moi de vous recevoir ici au Movenpick Hotel. Merci. Et c'est un signe honneur également pour la Fondation Floris Norman, que vous connaissez très bien. Absolument. Merci. Alors, Monsieur Zézé, dans cet entretien, nous allons évoquer des sujets très importants pour le développement économique de l'Afrique. Vous êtes un spécialiste des finances et de l'économie. Et nous sommes assurés que cet entretien sera enrichissant. Ben, j'espère bien. Alors, Monsieur Zézé, vous avez travaillé pour de grosses entreprises internationales, pour des institutions également, et vous avez décidé un jour de vous lancer comme entrepreneur. Comment comprendre cette décision? Écoutez, c'est simple, hein. Je veux dire, quand vous venez d'un continent qui est sous-développé, évidemment, que vous comprenez que le développement de ce continent va se faire par les citoyens de ce continent, donc les Africains, parce qu'on parle de l'Afrique ici. À un moment donné, vous vous posez la question de quelle sera votre contribution. Et nous savons très bien que les pays se développent avec les secteurs privés. Donc évidemment, ce que ça veut dire, c'est chaque Africain crée une entreprise, évidemment, il contribue de façon significative à développer ces secteurs privés-là, qui par ricochet va développer le pays. Donc, je me suis inscrit dans cette logique-là. Maintenant, il fallait trouver quel était le projet le plus important pour moi, et qui d'ailleurs, parce que quand vous entreprenez pour réussir. Donc, quel est le projet que je pense qu'il allait avoir un impact et qui avait une forte chance de réussir. Mais je crois que mon expérience m'a permis d'identifier justement ce projet-là, qui est la notation financière, et j'ai décidé de monter donc cet agent de notation financière. D'accord. Et donc, quand on prend cette décision, d'ailleurs, la décision la plus difficile, c'est de décider d'entreprendre. C'est même pas gérer l'entreprise elle-même, c'est de décider d'entreprendre. Parce qu'évidemment, vous posez toutes les questions préalables, décider d'entreprendre. Et donc, j'ai pris cette décision, j'ai monté le projet, j'ai démissionné de mon poste de directeur régional à Chêne, et j'ai monté Bloomfield Investment en 2007. D'accord. Et depuis lors, tout se passe très bien. Mais écoutez, ça a eu le parcours du combattant que ça a eu, comme pour tous les entrepreneurs d'ailleurs. Ça fait 14 ans aujourd'hui, je pense qu'on a atteint la vitesse de croisière. Et aujourd'hui, je peux dire avec fierté qu'on a réussi le projet. Il y a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de challenges, mais on a réussi le projet parce qu'on a atteint la vitesse de croisière. Et là, nous sommes dans une logique d'expansion à travers toute l'Afrique et l'Europe. D'accord. Merci infiniment pour cette réponse. Monsieur Zézé, de nombreux observateurs constatent que la plupart des marchés entre griffes juteux sont passés à de grandes entreprises européennes, asiatiques, américaines, au détriment des entreprises locales. Quel est votre regard sur ces réflexions-là? Je crois que nos pays sont des pays qui sont indépendants aujourd'hui. Vous prenez la Côte d'Ivoire, par exemple, depuis 61 ans. Donc c'est récent, c'est vrai, c'est récent, mais en même temps, c'est un moment assez important pour atteindre une maturité. Et quand vous regardez le tissu économique, vous vous rendrez compte que, effectivement, comme vous dites, pour la majorité des pays africains, entre 80 et 95% du tissu économique est constitué de PME locales, on va dire. Et pour la plupart d'ailleurs, et vous avez ces PME ne contribuent seulement qu'à entre 18 et 20% de la richesse créée. Donc, vous avez dans la majorité des pays entre 5 et 15% du tissu économique qui est généralement constitué de multinationales qui produisent 80% de la richesse. Évidemment, cette tendance devrait être inversée, mais pour que cette tendance soit inversée, il est important de comprendre qu'il faut consolider les PME locales. Il ne s'agit pas d'avoir
beaucoup d'entreprises locales, mais il s'agit surtout d'avoir des entreprises qui sont performantes et qui ont la capacité justement d'absorber tous ces marchés et qui ont la capacité de réaliser tous ces marchés. Et je ne crois pas que les politiques qui sont mises en place visent à justement aller dans cette direction-là. On a souvent l'impression dans les pays que le plus important pour une entreprise locale, pour une PME, c'est le financement. Non. Donc, le travail qui doit être fait aujourd'hui par les leaders africains, c'est de mettre l'accent sur s'approprier leur économie domestique à travers leur PME. Et ce travail doit faire l'objet d'une stratégie de repenser l'économie des pays africains. Et je pense que la pandémie de Corona est venue justement accentuer ce que vous avez mentionné tout à l'heure, que ces économies ne sont pas suffisamment résilientes parce qu'elles ont un tissu économique de PME qui est très faible, qui est très fragile. Ça ne veut pas dire non plus qu'il faut exclure toutes les entreprises étrangères, non. Ce que ça veut dire, il faut donner une priorité aux entreprises locales qui, à un moment, seront justement suffisamment compétitives pour pouvoir compétir avec ces entreprises étrangères qui viennent. Mais le plus important pour un pays, c'est de pouvoir maîtriser son économie locale. D'accord. Vous avez, dans votre intervention, dans votre réponse, parlé de renforcement des capacités de ces entreprises-là, de compétitivité de ces entreprises. Pensez-vous qu'aujourd'hui, les entreprises ivoiriennes sont assez compétitives pour rivaliser avec celles de l'étranger? Je ne pense pas malheureusement. Je crois qu'il y a un travail assez important à faire pour justement renforcer la capacité de ces entreprises-là. Il y a évidemment un certain nombre, un certain nombre qui est assez mineur d'ailleurs, d'entreprises qui ont atteint ce niveau de résilience, ce niveau de capacité de compétition. Mais pour la plus grande part, non, parce que malheureusement, c'est une économie qui demeure informelle, à 90%, comme beaucoup de pays d'ailleurs. Donc aujourd'hui, je crois que si l'accent est mis sur formaliser déjà cette économie à peut-être 80%, ça permettra de pouvoir identifier toutes ces entreprises-là et pouvoir justement mettre des programmes de renforcement des capacités en place. Parce qu'il faudrait que la majorité de ces petites et moyennes entreprises sortent de l'entrepreneuriat de survie et rentrer plutôt dans une logique de soutenabilité, d'entreprise soutenable. Donc aujourd'hui, il y a vraiment un vrai travail de réflexion à faire sur comment organiser cette économie-là, la formaliser au maximum, renforcer les capacités de ces PME et booster ces PME de sorte à ce qu'elles atteignent des tailles critiques. On parle souvent de programmes champions que beaucoup de pays africains ont commencé à mettre en place parce que ça permet d'identifier les plus méritants, des PME, des moyennes PME ou des grosses PME, et de leur donner la possibilité, avec des soutiens institutionnels, pour atteindre des tailles assez importantes pour être compétitif et pour être représentatif du pays. Et cet écosystème-là permettrait justement de consolider les PME, le tissu économique des PME dans ce pays et d'ailleurs dans tous les autres pays d'Afrique. D'accord. Merci infiniment, Monsieur Zézé. Tout à l'heure, vous avez évoqué le rôle de l'État dans le développement ou la croissance de ces entreprises, ces PME africaines et ivoiriennes. Beaucoup de jeunes entrepreneurs se plaignent de ce que l'État ne favorise pas assez leur essor. Pour vous, quel devrait être, de façon concrète, l'apport de l'État pour le développement de ces PME-là? Je crois que le rôle de l'État, il est très simple et ces jeunes devraient comprendre le rôle de l'État. Je crois que en comprenant le rôle de l'État, leur préoccupation serait bien orientée. Le rôle de l'État, c'est de créer un environnement propice à l'investissement. Ce que ça veut dire, c'est mettre les politiques publiques nécessaires, créer les infrastructures nécessaires, créer les structures d'accueil et d'accompagnement nécessaires. C'est ça le rôle de l'État. Le rôle de l'État n'est pas de prendre les entrepreneurs par la main et jusqu'au succès. Le rôle de l'État n'est pas de financer les projets, de financer les entreprises, même si dans certains projets,
ils décident de le faire. Donc, si les jeunes comprennent ça, leurs préoccupations ou leurs revendications seront bien orientées de sorte à ce que ça corresponde à la responsabilité de l'État. Ça, c'est extrêmement important. Mais le plus important, c'est la responsabilité même des jeunes entrepreneurs. Quand vous décidez d'entreprendre, vous êtes un champion. Ça veut dire que vous avez pris une décision qui est une décision courageuse. Mais cette décision, c'est une décision personnelle. Personne ne vous a dit que vous pouvez être entrepreneur. Vous avez décidé que vous serez un entrepreneur. Évidemment, ça veut dire que vous ne pouvez pas vous plaindre de ce que quelqu'un d'autre ne vous permette pas d'être entrepreneur. Vous vous mettez dans une position de faiblesse à ce moment-là. Et comme j'ai dit, si vous savez le rôle de l'État, qui est celui de créer un environnement, vos revendications vont être sur l'environnement qui a été créé. Pas sur l'accompagnement financier, mais sur l'environnement qui vous permet justement non seulement de trouver des marchés, mais de pouvoir éventuellement accéder à des financements en le méritant naturellement, parce que on ne prête pas aux gens qui ne peuvent pas rembourser, on prête aux gens qui peuvent absorber et rembourser. Et je crois que la responsabilité de l'État, c'est de créer l'environnement, mais la responsabilité du jeune entrepreneur, c'est de comprendre qu'il a décidé d'être entrepreneur, il a décidé d'être champion. Donc c'est à lui, en priorité, de faire de sorte à ce que son entreprise se développe. Et donc je crois qu'il y a aussi un travail de pédagogie à faire avec nos jeunes entrepreneurs. Il y a aujourd'hui plusieurs fondations qui se créent, notamment la fondation Friedrich Naumann qui accompagne les jeunes, la fondation Keidan à laquelle j'appartiens, qui justement aussi est dans une logique de pédagogie vis-à-vis des jeunes entrepreneurs, des apprentis entrepreneurs qui voudraient se lancer. Donc il est important qu'ils comprennent l'environnement de l'entrepreneuriat, les mécanismes de l'entrepreneuriat, avant de se lancer. C'est extrêmement important. Il ne faudrait pas que ce soit un phénomène de mode, il ne faudrait pas que ce soit un phénomène de survie. L'entrepreneuriat est ce mécanisme-là qui va permettre justement à ces jeunes pays africains de se développer. Le développement du secteur privé va assurer le développement des États. Donc l'accent et les priorités doivent être mis sur le développement du secteur privé. Donc l'État doit mettre en priorité le développement du secteur privé. Donc créer les mécanismes nécessaires et l'environnement nécessaire pour le développement du secteur privé. Ça devrait être la priorité numéro 1 à mon avis. D'accord. Et M. Stanislas Zézé, pensez-vous qu'en Côte d'Ivoire, c'est le cas? Est-ce que l'État joue son rôle là, pleinement? Je pense que l'État ivoirien met l'accent sur l'entrepreneuriat, mais je pense qu'on pourrait mieux faire, à mon avis. Hein. On pourrait mieux faire. Faudrait pas qu'on reste sur juste faire des politiques ou créer des structures qui finalement n'ont pas les moyens d'agir. Hein. Parce que quand je regarde l'écosystème de l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire, je crois qu'il y a beaucoup de faiblesses qu'il faut corriger. Il faut une volonté politique très forte, mais très forte et qui veut vraiment mettre l'accent sur développer le secteur privé et avec une priorité donnée aux entreprises ivoiriennes. Et ce n'est pas de la xénophobie. Dans tous les pays, vous allez en France, on vous dit français premier, vous allez aux États-Unis, on vous dit American First. Et c'est comme ça que toutes les économies se développent. Vous ne pouvez pas développer votre économie avec les entreprises des autres. Donc la priorité devrait être donnée dans ce pays aux entreprises ivoiriennes, comme ça se fait au Bénin, comme ça se fait au Nigeria, comme ça se fait aux États-Unis, comme ça se fait en France. Et ce n'est pas une question de xénophobie, c'est une question de préférence pour les locaux, ce qui est tout à fait normal. Et c'est ça le rôle d'un État. Les citoyens élisent leurs leaders pour qu'ils adressent leurs préoccupations, pas les préoccupations des autres. Il me semble que c'est tout à fait normal. Je crois qu'il y a encore beaucoup de faiblesses. Il y a des efforts qui sont faits, il y a une volonté de le faire, mais la volonté devrait être un peu plus, à mon avis, un peu plus importante que celle que je constate, et qu'il est extrêmement important que la dynamique économique et la stratégie économique changent, et que le modèle économique change, avec un accent vraiment porté sur le local, sur l'économie domestique, avec les entreprises domestiques.
Merci infiniment, Monsieur Zézé, pour ces réponses. Eh bien, dans cette émission, nous permettons à nos téléspectateurs de poser des questions à nos invités. Et donc, c'est le moment pour moi de lancer la rubrique Make Free. Bonjour, Monsieur Stanislas. Vous êtes toujours en chaussettes rouges. Peut-on savoir si cela a une signification particulière? Alors, on me pose souvent des questions sur la chaussette rouge. Oui, c'est un style, c'est un symbole. Et ça fait une vingtaine d'années que je porte que des chaussettes rouges, aussi curieux que ça puisse paraître. Ce n'est pas un fétiche. Je n'appartiens à aucune secte. Je crois que c'est bien de clarifier tout ça. C'est juste un style vestimentaire et c'est très symbolique pour moi. Je suis un croyant. Je visitais il y a 20 ans le Vatican et je me suis rendu compte que le pape et les cardinaux, surtout les cardinaux, portaient des chaussettes rouges en dessous de leur longue soutane. Chaussettes qu'on ne voyait pas d'ailleurs, sauf une fois dans un café, j'ai vu deux cardinaux assis qui ont croisé les pieds, j'ai vu les chaussettes rouges. Je trouvais ça très élégant. En même temps, quand je regarde un peu le Vatican, je vois que les cardinaux sont des gens très puissants, mais avec une puissance qui est assez discrète. Donc le rouge qui représente de la puissance à cause de sa vivacité, mais en même temps la soutane qui recouvre cette puissance vive montre bien la maîtrise de la puissance. Et pour moi, c'est extrêmement important de pouvoir avoir justement cette puissance, mais en même temps de pouvoir la maîtriser. Donc pour moi, ça représente toute une symbolique. Et j'ai décidé que je porterais des chaussettes rouges à ce moment-là, parce que bon, ça m'inspirait, ça me parlait. Je suis allé au magasin acheter des chaussettes, je demandais des chaussettes rouges, et on m'a répondu, ah, vous voulez les cardinales? Donc je crois que c'est comme ça qu'on les appelle d'ailleurs les cardinales, et ça a consolidé ce que je pensais et ça a renforcé l'idée que j'avais de ces chaussettes rouges. Voilà. Donc c'est ça l'histoire derrière les chaussettes rouges. Donc pas de fétiche, pas de secte. Merci infiniment, Monsieur Stanislas Zézé. Pour la dernière question, nous allons vous demander de regarder cette caméra-là, qui se trouve juste derrière moi. Alors, on a entendu parler il y a quelques années de la fameuse PPTE ou du fameux PPTE. Pour vous, quelle devrait être l'approche des États africains vis-à-vis de la gestion de ces dettes-là? Je crois que c'est une question très importante, elle est d'actualité, c'est une question assez pertinente d'ailleurs. Je crois que déjà la première chose, il faut que les pays africains réalisent que la dette ne devrait pas être leur première source de revenus. La dette est une source complémentaire de revenus. Elle est nécessaire, mais l'endettement est une source complémentaire de revenus. Et ça, c'est extrêmement important à moi. La deuxième chose, c'est qu'il faut savoir s'endetter. Extrêmement important. Le stock de la dette n'est pas nécessairement un problème en soi, mais le problème le plus important, c'est qui est votre créancier, ok, c'est la première chose, et quelle est votre capacité à servir votre dette. Donc évidemment, on a constaté pour beaucoup de pays, malheureusement en Afrique, que le service de la dette est de plus en plus important et il absorbe de plus en plus les revenus qui sont générés par ce pays-là. Donc, la première chose à faire, c'est déjà réduire l'endettement en devises étrangères et favoriser plutôt l'endettement en monnaie locale, de sorte à ce que les créanciers des pays africains soient les entreprises locales, soit les locaux, et dans leur propre monnaie. Donc évidemment, ça réduit l'exposition en devises étrangères. La deuxième chose, c'est d'élargir l'assiette fiscale parce que les revenus primaires d'un pays sont les revenus fiscaux. Donc, élargir l'assiette fiscale en formalisant plus l'économie, de sorte à avoir une économie qui soit de plus en plus formelle. Aujourd'hui, les économies sont en majorité entre 80 et 90% informelles. Il faut renverser cette tendance et avoir des économies qui sont plutôt à 80-90% formelles. Donc, de sorte à ce que les pays africains aient des revenus fiscaux beaucoup plus importants. Et dans cette logique de formalisation, il est important de baisser le taux d'imposition
Parce que ce n'est pas le taux d'imposition qui rapporte beaucoup d'argent. Si vous avez des taux d'imposition qui sont très élevés, au contraire, vous encouragez la fraude plutôt que beaucoup de revenus. Vous prenez un pays comme les États-Unis, c'est le pays qui taxe le plus au monde, mais les taux d'imposition sont très bas. On taxe tout, mais les taux d'imposition sont très bas, donc ça permet d'avoir une assiette beaucoup plus vaste et d'avoir beaucoup plus de revenus. Et c'est ce que les pays africains devraient commencer à faire. Ça. Et ensuite, évidemment, il suivra qu'il y aura besoin de moins d'emprunts extérieurs. La troisième chose, c'est de favoriser dans l'investissement des infrastructures, de favoriser un partenariat public-privé à travers les BOT. Les BOT, c'est Build, Own and Transfer, c'est-à-dire dans le contrat entre l'État et le secteur privé, c'est le secteur privé qui construit l'infrastructure, se rémunère sur les revenus de l'infrastructure et le transfère à l'État après un certain moment. Ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que non seulement l'État contribue très peu dans la construction de ces infrastructures, l'État se retrouve avec des infrastructures qui sont lucratives, donc qui vont générer du cash flow. Et quand c'est sera restitué 20 ans, 30 ans, 40 ans après, ça fait une source de revenus supplémentaire pour l'État. Donc, ce sont ces pistes-là qui sont extrêmement importantes que les États africains devraient commencer à regarder. Et la dernière chose, c'est les pays africains devraient essayer de travailler ensemble pour réduire les barrières qui existent entre elles. Barrières de marché des capitaux, en faisant de sorte à ce qu'il n'y ait pas de barrières. C'est-à-dire qu'un pays comme la Côte d'Ivoire puisse emprunter sur le marché nigérian, puisse emprunter sur le marché camerounais, sur le marché sud-africain, vice-versa. Et si toutes ces barrières tombent, on se retrouve avec un grand marché africain, avec beaucoup de capitaux. La deuxième chose, c'est que les monnaies soient convertibles entre elles. L'idéal, ce serait d'avoir une seule monnaie africaine qui permettrait justement un marché intra-africain très développé, avec une seule monnaie, donc facilité. Mais l'étape avant d'arriver à ça, ce serait peut-être d'avoir des monnaies qui sont convertibles entre elles, qu'on ne soit pas obligé de passer par le dollar ou par l'euro pour faire des achats, pour faire des transactions au Ghana ou au Kenya, ce qui réduit de façon significative justement ces transactions-là. Avec la ZLECAf, aujourd'hui, ce qui est important de faire, c'est justement de rajouter ce volet-là, de baisser les barrières en termes de convertibilité des monnaies et aussi baisser cette barrière en termes de cross-border borrowing, c'est-à-dire possibilité d'emprunter dans les autres pays. Je crois que si toutes ces recommandations sont suivies par les pays africains, il n'y a aucune raison qu'on n'arrive pas rapidement à des pays développés. Ce n'est pas de la magie. Les pays européens sont passés par ces mêmes périodes, cette période-là, ces mêmes situations. Les pays asiatiques, les pays sud-américains et les pays d'Amérique du Nord. Donc c'est juste un processus. Il s'agit d'être organisé, d'être bien organisé, de regarder ce qui fonctionne en fonction de nos réalités culturelles et de le mettre en application. Mais il faut avoir une vraie volonté politique derrière pour que tout soit se mette en branle et qu'on y arrive. Voilà. Merci infiniment, M. Stanislas Zézé. Ça a été un entretien très enrichissant. Et au nom de la Fondation Francis Norman, nous tenons à vous dire nos félicitations. Chers téléspectateurs, c'est ici que va prendre fin cet entretien avec M. Stanislas Zézé. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même canal. Demain sera meilleur.